Chadiversité. Salutations. Je suis Chad et l'épée médiévale classique de style cruciforme dans ses variantes à une main et à deux mains est largement incomprise à travers le monde. Donc, je fais cette vidéo pour démystifier de manière plus complète les mythes les plus courants sur les épées médiévales européennes. Je sais que pour mes spectateurs réguliers, beaucoup des informations que je vais mentionner ici ne seront pas nouvelles, mais je la réalise pour qu'ils aient une ressource vers laquelle orienter les gens lorsqu'ils rencontrent des personnes qui disent des choses vraiment inexactes, mais aussi pour ceux qui découvrent à quel point les épées européennes sont impressionnantes et cool. J'aime toutes les épées, d'accord. Ici, vous verrez des katanas et des épées chinoises. J'adore simplement les épées, mais j'ai un parti pris pour les modèles européens. D'abord pour mon héritage culturel et aussi selon ce que je crois. Quand on y regarde de plus près, parce que oui, j'étais en fait un grand fan de katana auparavant. D'accord, je pensais qu'elles étaient sur les meilleures. Mais quand j'ai commencé à apprendre sur les épées, vraiment, vous savez objectivement quelles qualités les rendent bonnes ou non. D'après mes propres observations, j'ai trouvé tellement de choses géniales à propos des épées européennes que j'ai fini par les préférer, même en venant d'un milieu où j'avais des préjugés contre elles. Et cette chose parce que j'avais aussi certaines de ces idées fausses, alors allons-y. Tout d'abord, les épées européennes ne sont pas des massues émoussées. Et j'ai entendu cela être affirmé dans des documentaires complets, censés être réalisés par des gens qui s'y connaissent. Ils diront que les épées européennes étaient souvent émoussées, incapables de couper, utilisées comme massues pour soumettre l'adversaire. C'est tellement stupide. Je me demande si ce mythe ne vient pas d'un autre type de fait historique. Et cela concerne l'utilité des épées contre les armures européennes. Et parce que les armures européennes sont devenues vraiment efficaces. Je veux dire, même seules, enfin pas seules, mais la cotte de maille est vraiment efficace contre les épées. Mais quand on parle de plate et de plaques trempées, d'accord, une vraie armure de plate bien trempée, aucune épée ne peut la couper. Européenne, japonaise, chinoise, indienne, moyenne-orientale, non, on ne peut pas couper de la plaque d'acier. Et les choses qui montrent, vous savez, des épées qui coupent de l'acier, c'est de l'acier de mauvaise qualité, vraiment fin. Essayez de faire ça contre une cuirasse européenne, une vraie cuirasse européenne, pas une faite en fer blanc ou en saleté, d'accord? Une vraie cuirasse européenne. Une épée ne la coupera jamais. Peu importe le type d'épée. Et donc je me demande si le concept qu'une épée, vous savez, qu'une épée européenne ne peut rien couper, qu'elles sont juste des massues avec un bouton fait pour battre les gens à mort. Cela vient de l'inefficacité des épées contre des armures adaptées, y compris les armures japonaises. Une bonne armure de samouraï ne se coupe pas. Donc une épée est moins efficace qu'une massue contre une bonne armure, mais cela ne signifie pas que ce sont des massues émoussées. Les épées européennes étaient tranchantes, et certaines épées historiques gardent un tranchant vif. Ce mythe vient aussi peut-être du half swording, un style où les Européens saisissent l'épée au milieu de la lame. Certains croient que cela n'est possible que si l'épée est émoussée. Non, ce n'est pas vrai. Je vais faire référence à cette vidéo de Scalagrim, un excellent YouTuber qui fait aussi ce genre de choses, montrant que l'on peut saisir des épées tranchantes au milieu de la lame, faire du half swording et y aller à fond. Surtout si vous portez un gant. Non, et c'est la façon dont vous la saisissez. Mais aussi si vous ne faites pas glisser votre main de haut en bas, vous pouvez saisir une lame tranchante. En fait, faites une pause, voici un couteau bien aiguisé, d'accord? Je l'ai depuis des années. Vous savez, un couteau de camping, et il est aussi tranchant, d'accord? Et donc, je vais poser mon pouce dessus. Et j'appuie vraiment fort. Pas de coupure, d'accord? Donc, c'est seulement si je faisais ça, en appliquant la même pression que j'aurais une coupure vraiment grave, mais c'est ça le truc, d'accord? Vous ne vous couperez avec une lame aiguisée que si vous faites glisser et trancher. Alors, est-ce que ça peut arriver quand on fait du half swording? Il y a un risque, mais si tu tiens assez fermement et que tu tiens, tu sais, sur le bord de la lame comme ça, et que tu as des gants, le risque de te couper est en fait très très faible. Il y a des cas où ils gardaient la partie inférieure de la lame émoussée sur les épées européennes pour pouvoir mettre le doigt sur la garde comme ça, ce qui leur donnait plus de contrôle de la pointe, et ça se faisait aussi bien sur les épées à une main que sur les longues épées à deux mains.
Donc peut-être que parce qu'il y a des cas où l'épée européenne ou certaines parties de la lame étaient spécifiquement non affûtées, les gens ont alors pensé que toute la lame devait être émoussée. Non, parce qu'il y a aussi des cas où ils ont gardé la moitié inférieure de la lame émoussée également. Pourquoi? Eh bien, principalement parce que tu vas frapper avec la partie supérieure et donc, encore une fois, en half sorting, si les gens s'inquiètent du glissement et de la coupure, ils garderont cette partie de la lame émoussée pour faciliter le half sorting et garder le reste affûté. Mais la partie qui coupe vraiment, elle, est très tranchante et oui, elle peut clairement couper à travers quelqu'un aussi. Prochain mythe à déboulonner, les épées européennes étaient de lourdes massues. Ah, quelle absurdité, d'accord? Encore une fois, j'ai vu cette affirmation dans un documentaire où ils comparent, comme toujours, le katana japonais aux épées européennes et ils disent « Oh, le japonais est tellement léger ». En réalité, non. Le katana moyen pèse plus qu'une épée européenne moyenne. Les épées à une main et les longues épées peuvent parfois être un peu plus lourdes parce qu'elles sont à deux mains. Elles sont plus longues pour commencer et elles ont des pommeaux, de grandes poignées et d'autres choses comme ça, mais pas toujours. En fait, pour sa taille, le katana japonais est en réalité une épée plutôt lourde. Le poids moyen d'une épée européenne à une main est d'environ 1 kg. 1 à 1,2. Ça dépend, mais c'est la moyenne. 1 à 1,2 kg, ce n'est rien. D'accord. Et c'est la moyenne pour les épées à une main. Pour les longues épées à deux mains, ce sera 1,5 à 2 kg. 2 kg étant le haut de la fourchette. Mais ça reste seulement 2 kg. Ce n'est pas lourd. Les épées de style européen peuvent sembler très maniables dans les mains et les poignets pour rediriger. Ce n'est pas si différent d'une lourde massue encombrante et maladroite. Oh, ça m'énerve vraiment quand les gens disent « Oh, ce sont des massues lourdes, vous êtes idiots, ce n'est pas le cas ». Si jamais vous entendez quelqu'un dire que les épées européennes sont des massues émoussées, lourdes et déséquilibrées, vous saurez déjà qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ensuite, ils diront que les épées européennes sont toutes faites d'acier de mauvaise qualité, pourri. Non, pas du tout. En fait, l'épée européenne de bonne qualité standard est fabriquée avec un acier vraiment excellent. D'accord? Pas seulement un bon acier. À la fin de la période médiévale, j'ai utilisé de l'acier à ressort, qui est en gros le meilleur acier que l'on puisse avoir pour une épée. Il existe certains types comparables, vous savez, en termes d'acier trempé, donc pas très flexibles, vraiment durs. Ils peuvent être corrects, mais leur durabilité est moindre. Une épée en acier à ressort résiste bien mieux aux mauvais traitements que les autres aciers et ne contient ni laitier ni éléments non métalliques dans la lame. Parce que leur technologie de fusion a atteint un niveau assez élevé. Donc on parle d'acier creusé. Parce qu'ils pouvaient atteindre des températures vraiment élevées. C'est ça. Cela permet d'éliminer tous les éléments non métalliques de l'acier dans une très large mesure. Parce qu'il faut que l'acier soit complètement liquéfié, il doit être chauffé à environ 3000 degrés pour l'être totalement. Et ça, c'est difficile avec la technologie de l'époque féodale. Et il y a beaucoup de cultures dont les méthodes de fusion n'atteignaient pas de telles températures. Le katana japonais n'atteignait pas une température assez élevée pour être totalement liquéfié. Ainsi, le type d'acier obtenu offre diverses qualités selon sa teneur en carbone, et donc ils le séparent en fonction de son éclat. Plus l'acier est brillant et argenté, plus il contient de carbone, donc ils doivent le séparer et vous savez, le mettre en tas. Pour déterminer les niveaux de teneur en carbone. Et c'est directement la raison pour laquelle cela arrive. C'est parce que l'acier ne se liquéfie pas complètement et le carbone ne peut pas se mélanger uniformément. Il est non uniforme dans ses morceaux irréguliers à cause d'une technologie de fusion imparfaite qui ne chauffe pas assez. Mais en Europe, ils y arrivaient, et c'est drôle, à différentes époques. D'accord? Parce que la qualité de l'acier est un spectre. Il y aura toujours de l'acier de mauvaise qualité. D'accord, ce qui a mené à des épées de mauvaise qualité. En Europe et dans toutes les autres parties du monde, au Moyen-Orient, en Inde, aussi en Asie et au Japon, mais si vous voulez vraiment comparer le meilleur du meilleur, la qualité de l'acier en Europe était phénoménale. D'accord? Et même si vous allez à la période du début du Moyen-Âge, pendant l'époque des Vikings, les Scandinaves, grâce au commerce et tout ça, ont mis la main sur de l'acier vraiment exceptionnel. On dit que c'était, vous savez, très probablement fabriqué en Inde, ce qui a mené à la création de l'Alfbert, les lames Alfbert. Oh, je n'arrive pas à le prononcer, mais ce sont des lames vraiment exceptionnelles que les Vikings possédaient.
Et en ce qui concerne le concept de pliage ou de laminage de l'acier par rapport à l'acier monobloc, le pliage de l'acier n'est nécessaire qu'à cause d'un acier imparfait. Si vous aviez de l'acier pur de bonne qualité, il n'y aurait aucun besoin de le plier. Le pliage peut donner une lame de qualité très comparable, voire équivalente à celle d'un acier monobloc purifié, et si elle est mieux trempée. D'accord, cela signifie que la trempe et le revenu ont été mieux faits, ce qui peut donner une lame de meilleure qualité qu'une lame en acier pur non trempé. Tremper et revenir l'acier est essentiel dans la fabrication d'une épée, mais un acier monobloc purifié offre un meilleur potentiel pour une lame de qualité qu'un acier nécessitant un pliage. D'accord, on peut toujours plier de l'acier pur et obtenir une lame de bonne qualité, mais si l'acier en avait besoin, c'était uniquement parce qu'il contenait des impuretés. J'ai commencé cette vidéo en parlant de la lame de style cruciforme européenne, parce que c'est à cela que la plupart des gens pensent. Cela propage en fait le malentendu que toutes les épées européennes étaient identiques. Elles avaient toutes, vous savez, des profils comme celui-ci. Mais la quantité de variété et de différence dans les épées européennes est énorme. L'une des plus grandes idées qui m'ont reçues concernant ces variations, c'est qu'elles n'étaient pas toutes à double tranchant. Il y avait énormément de lames à un seul tranchant, d'accord? Et elles étaient très utilisées. Donc, on ne parle pas seulement du fauchon, mais aussi du messer. Mais il s'agit davantage de catégories de type d'épée que de référence à une épée spécifique en particulier. Parce qu'il existe énormément de variations différentes de fauchons et de messers avec des profils de lames différents. Et aussi des quillons, ainsi que des anneaux et tout le reste. Donc, des anneaux latéraux sur les quillons. Voilà ce que je veux dire par là. Donc encore une fois, toutes les épées européennes n'étaient pas à double tranchant. Il y en avait énormément à simple tranchant. Mais si on revient simplement à celle à double tranchant, il y avait aussi énormément de variations concernant la façon dont la lame s'effilait. Donc, si vous regardez le profil, l'effilage du profil, est-ce qu'il s'effile vers une pointe aiguë ou est-ce que c'est, vous savez, une grande lame de coupe plus lourde au bout? Mais aussi la quantité d'effilage distal sur les lames. Est-ce que l'effilage distal commence à mi-hauteur ou bien dès la base de la lame? Le type de section transversale qu'elle a, combien de gouttières? Est-ce qu'elle a même une gouttière? Est-ce qu'elle a une section en losange ou une section hexagonale? Toutes ces variations donnent une gamme très diversifiée d'épées très efficaces, qui peuvent être conçues pour mettre en avant certaines qualités de manière plus efficace, comme la coupe ou les stocks. Et enfin, l'un des plus grands mythes concernant les épées européennes est qu'aucun art martial sophistiqué n'a été développé pour leur utilisation. Je veux dire, les gens pensent simplement que les arts martiaux viennent uniquement d'Asie à cause de la popularisation qui en a découlé. Cela a vraiment commencé dans les années 1900. Maintenant, en ce qui concerne l'équilibre entre les arts martiaux à main nue en Europe et ceux dans d'autres parties du monde, il faut parler du plus grand, là où les arts martiaux sont généralement attribués. Donc l'Asie. Je peux me tromper dans cette supposition. Je ne fais qu'énoncer ce que j'ai remarqué d'après mes observations. Il semble qu'il y ait moins de styles structurés d'arts martiaux à main nue venant d'Europe que d'Asie, ce que je trouve vraiment intéressant. Encore une fois, ce n'est qu'une observation que j'ai faite à partir de mes propres recherches. Je peux me tromper et il peut y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Donc prenez-en ce que vous voulez. Ce qui est intéressant avec le combat, c'est que dès que vous ajoutez un multiplicateur de force dans l'équation, cela peut complètement changer la donne. Vous pouvez avoir quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie aux arts martiaux à main nue, qui sait faire de superbes coups de pied et de superbes coups de poing et tout ce genre de choses. Et dès que et il pourrait, en général, battre la plupart des gens qui n'ont qu'un niveau d'entraînement modéré au combat face à quelqu'un qui a un entraînement extrêmement poussé. Mais dès que vous ajoutez un multiplicateur de force, comme une arme, tout change. Si vous donnez à cette personne qui n'a qu'un niveau d'entraînement modéré un couteau, soudainement son potentiel de létalité augmente énormément, bien plus que celui des gars qui se sont entraînés pendant des années. Pendant des années, et en termes d'efficacité, est-ce que vous voulez vraiment vous entraîner pendant des années pour pouvoir affronter ça? Vous savez, vous défendre correctement, ou alors vous entraîner un peu, porter un couteau sur vous et être bien plus efficace pour vous défendre que ceux qui se sont entraînés pendant des années. Donc, il y a cet équilibre. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que les armes étaient tellement répandues en Europe pour l'autodéfense, des couteaux aux épées. Les arts martiaux à main nue ont dû être développés quand les armes n'étaient pas accessibles aux gens
Et donc, quand vous avez des sociétés paysannes qui ne peuvent pas utiliser d'armes, eh bien, ils vont alors commencer à développer des arts martiaux qui ne nécessitent pas d'armes, mais aussi des arts martiaux autour des armes qui sont des adaptations d'outils agricoles. Et on peut attribuer beaucoup de styles d'arts martiaux asiatiques à ce simple fait. Si on regarde l'Europe, les Européens comprenaient la multiplication de la force. Prenez une épée. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pendant des années et des années. Si vous êtes modérément précis, ce sera suffisant. Mais alors, que se passe-t-il si vous faites justement ces années et ces années d'entraînement avec un multiplicateur de force, comme l'escrime ou le combat au couteau et des choses comme ça? Soudainement, votre potentiel de létalité augmente encore une fois. Et donc, les armes étaient tout simplement plus populaires en Europe et les arts martiaux se sont développés autour de ces armes. Donc, encore une fois, c'est pourquoi les arts martiaux à main nue ne sont pas aussi répandus. Ils existaient certainement, d'accord, ils existaient absolument, mais d'après mes propres observations, ils n'étaient pas aussi présents qu'en Asie. Mais quand on regarde la diversité et la sophistication des arts martiaux basés sur les armes, c'est là que la montée du arts martiaux historiques européens, c'est-à-dire les arts martiaux historiques européens, prend tout son sens. Ils sont tous basés sur des sources historiques, documents, traités, manuels, manuscrits de l'époque qui enseignent l'escrime et les techniques sophistiquées qui ont été redécouvertes grâce à l'étude. C'est tout simplement phénoménal, c'est incroyable. J'ai été passionné par l'escrime toute ma vie, vraiment. Et donc, en commençant enfant dans le jardin, à prendre une épée en bois que j'avais fabriquée avec des morceaux de bois de récupération et à frapper des arbres. D'accord, à partir de là, j'ai étudié le kendo, je me suis intéressé au kenjutsu et à d'autres disciplines similaires. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux arts martiaux historiques européens que j'ai découvert comment utiliser correctement une épée à double tranchant et toutes les techniques sophistiquées et comment elles sont vraiment censées être utilisées. Mon Dieu, c'est incroyable. Donc, tout cela fonctionnait. Et c'est extrêmement sophistiqué et efficace. C'est vrai, et devine quoi? Ça vient de l'époque où ça existait. Il n'y a aucun doute que l'Europe avait des arts martiaux. Ils en avaient, aucun doute. Arrête de dire ça. Et voilà. Ce sont les principaux mythes que je voulais simplement détruire, d'accord? Voici la vérité sur les épées européennes. Alors, remettons les choses au clair. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié et que cette vidéo servira de point de référence pour ceux qui ont des idées fausses sur ce que sont ces épées incroyables. J'espère vous revoir et d'ici là, au revoir.